Je vous présente aujourd'hui notre 410e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors la Bulgarie déplace plus d'1 millier de policiers depuis hier le long de son poste frontière avec la Serbie en vue d'une arrivée massive de clandestins. Cela vous semble-t-il suffisant? Non, bien sûr. Je pense que tous les pays d'Europe vont s'apercevoir de la nécessité des frontières nationales. Bien sûr, à part moi, si je puis dire, et quelques autres quand même, qui avions prévu cette migration comme la déclinaison normale de l'explosion démographique du monde, qui, je rappelle, a fait passer la population de 1 à 7 milliards d'habitants en un peu plus d'un siècle. Ce qui n'était pas évident, c'est que ça se déclencherait maintenant aussi vite. Voilà. Les faits commencent à galoper parce que les pressions sont considérables et que la conjonction des phénomènes à la fois démographiques et religieux par une poussée très forte de l'islam rend la situation de l'Europe extrêmement périlleuse. Si j'osais cette comparaison, mais elle est très cassandroïde, dirais-je. Et nous sommes maintenant embarqués sur le Titanic. Et alors 9000 d'entre eux, de ces réfugiés, ou plutôt immigrés, sont arrivés en Allemagne dans la seule journée de mercredi. La police allemande procède depuis hier à des contrôles renforcés à la frontière franco-allemande de Karlsruhe. Quelle est votre réaction? Écoutez, je crois que c'est l'inverse qu'on devrait faire. C'est plutôt la police française qui devrait se mettre en garde contre les gens venant d'Allemagne, parce que les volte-face de Madame Merkel, et après son appel généreux et droit-lomique à l'arrivée des immigrés, l'a obligé à se retourner complètement. Or, il faut savoir que dans l'espace Schengen, on peut se déplacer d'un pays à l'autre à partir du moment où on a été régularisé. Donc, beaucoup de gens vont en Allemagne et se faire régulariser par Madame Merkel et son gouvernement, et viendront bien sûr en France, parce que de tous les pays d'Europe, c'est la France qui a le régime social le plus libéral, le plus laxiste, et par conséquent, tout à fait naturellement, les gens qui recherchent un niveau de vie supérieur quitteront l'Allemagne pour la France. Et les autres pays, voilà, nous sommes la cible principale, mais comme nous avons des gouvernants qui ferment les yeux et les oreilles, pas la bouche, hélas, ils parlent tous les jours, mais enfin, pour ne rien dire, et surtout pour ne pas dire la vérité. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, quant à lui, se déclare scandalisé, je cite, de voir comment sont traités les réfugiés par la police hongroise. Écoutez, tous les moralisateurs sur ce sujet, tous les pétitionnaires doivent être contraints, y compris M. Ban Ki-moon, pourquoi pas, d'héberger dans leur appartement une famille de ce qu'ils appellent des réfugiés, qu'on appelait d'ailleurs des clandestins, et puis des sans-papiers, puis des migrants, puis des réfugiés. Bientôt, ce seront des créanciers. Bien, alors oui, justement, et Viktor Orban lui répétait qu'il ne faisait qu'obéir à des ordres de bon sens. Alors que pensez-vous justement de toutes ces critiques essuyées par tous nos dirigeants européens depuis quelques semaines par le Premier ministre hongrois, justement? Et je crois que les dirigeants européens ont une droite-lomite aiguë, n'est-ce pas, et qui les aveugle, et que c'est Orban qui a raison. Il défend son territoire, il défend la conception d'un État national qui doit rester indépendant au bénéfice de sa population d'origine, ce qui n'exclut pas éventuellement quelques actions de charité internationale, mais nous sommes là devant un phénomène de dimension cosmique, et que je ne suis même pas sûr que les mesures prises par Viktor Orban soient suffisantes pour protéger la Hongrie, parce que dans le fond c'est symbolique ce passage, et on a vu qu'à un moment donné les doux migrants étaient prêts, sont passés à l'action violente contre les forces de police. Je dénonce là, à cette occasion d'ailleurs, l'utilisation d'une image de propagande comparable à celle du petit garçon kurde sur la plage turque, n'est-ce pas, qui montre des petits enfants, 3 petites filles, je crois, face à des policiers dont on voit les bottes, etc. Ça, c'est de la propagande stalinienne, ça. Et c'est pratiqué malheureusement dans les médias occidentaux,
qui en quelque sorte tresse la corde pour les pendre. Et alors le président Bachar el-Assad estimait hier que la propagande occidentale, justement, ainsi que ses opérations militaires officieuses, étaient cause de tous les problèmes, notamment de l'exode des Syriens en Europe. Quel est votre avis? Oui, je pense qu'il y a là une manœuvre qui a été orchestrée probablement par certains milieux américains et qui soufflent sur le brasier dans cette région pour essayer de démanteler les nations qui s'étaient constituées, et en particulier d'ailleurs quand elles étaient laïques, n'est-ce pas? Et évidemment cela fait objectivement le jeu de l'islamisme radical, et je ne suis pas sûr que le combat qui est mené en Syrie par les Occidentaux, et en particulier par les Américains, ne soit pas d'une formidable ambiguïté. Justement, on y vient, puisque le chef de la diplomatie russe, Lavrov, déclarait hier que les USA connaissent les planques des terroristes de Daesh et mieux encore les couvrent. Alors les Américains, de leur côté, admettent avoir formé et armé certains rebelles en Syrie, tout en disant que toutefois ça n'est pas Daesh. Alors quelle différence peut-on faire entre Daesh et les dits rebelles? Oui, ce sont en principe l'opposition démocratique à Assad, qui est ainsi soutenu, qui a été créé et soutenu par les Américains et aussi par les Français d'ailleurs. Bon, mais ces gens-là s'ils n'étaient pas inexistants, ont été absorbés par Daesh, ainsi que tous les armements qui avaient été confiés à ces opposants démocrates. Alors un coup de force militaire à Ouagadougou, au Burkina Faso, a eu lieu avant-hier. Pensez-vous qu'il ait été orchestré par Blaise Compaoré lui-même depuis le Maroc, où il vit en exil depuis près d'1 an? Ce n'est pas impossible du tout. D'ailleurs, je pense que ce type d'événement, ces prises de pouvoir par les militaires, même si elles sont provisoires et transitoires, ont pour but quelquefois aussi de rétablir une certaine justice. Je sais par exemple que au Congo, la République démocratique du Congo, M. Kabila, qui arrive en fin de son 2e mandat, souhaite modifier la Constitution pour en avoir un 3e ou un 4e. Il n'est pas impossible que un certain nombre de citoyens de ce pays n'aient pas la même opinion que lui. Et nous allons connaître, bien sûr, et à la suite de l'explosion démographique, des conflits de plus en plus violents, de plus en plus sanglants dans toute cette partie du monde qui, je le rappelle, a conquis ou acquis ou reçu son indépendance et donc sa responsabilité depuis plus de 50 ans. Alors revenons en France. Déjà 1500 clandestins à Paris, dispatchés hier dans une trentaine de centres d'accueil d'Île-de-France. Les associations caritatives craignent pour leur capacité de prise en charge des SDF habituels pour cet hiver. Était-ce prévisible? Bien sûr, il est bien évident qu'au-delà que je m'y mette, nous n'avons pas de capacité d'accueil social qui soit extensible. Et j'ai été particulièrement étonné de voir qu'une organisation d'État proposait 177 000 logements aux migrants, alors qu'on proclamait qu'il n'y avait pas de logement, le droit au logement, que des gens, même des travailleurs, habitent dans leur voiture. Il y a là certainement quelque chose de très scandaleux de la part des droits de l'hommistes qui agissent en fait comme des ennemis de la nation et des ennemis du peuple français. Cela dit, on ne parle que des migrants dans les pays de l'Europe, mais on ne parle pas beaucoup en France, parce que en France, comme le disait la spécialiste de l'immigration, tous les chiffres sont truqués. On masque la vérité. La seule chose que l'on ait en France, c'est la permanence quotidienne de M. Hollande ou de M. Cazeneuve à la télévision. Quel que soit le sujet, l'incident, l'accident, le drame, c'est une occasion de faire
de la publicité personnelle, une sorte de forme de campagne d'imprégnation du personnage dans la société française, qui peut-être aura des résultats étonnants, on ne sait jamais. Oui, ou alors de Monsieur Valls, qui annonçait hier, Oui. avant-hier, pardon, à l'Assemblée nationale, que 600 millions d'euros seraient débloqués dans un premier temps afin d'héberger les migrants en urgence, et tout en promettant que cela ne pénaliserait pas, pardon, les Français qui sont en situation précaire. Bien Vous y sûr. croyez? Bien sûr que non. Tout ça, ce sont des mensonges. À la vérité, ces gens-là se trouvent devant un phénomène qui est irrésistible pour l'instant, avec les conceptions que nous avons et les moyens que nous avons à mettre en œuvre. Parce qu'il va se produire un moment, il a failli se produire en Hongrie, où les forces de l'ordre seront contraintes, si elles ne veulent pas être débordées et laisser l'entrée de leur pays libre, d'agir par la force. À ce moment-là, ils seront bien sûr dénoncés par toutes les belles âmes qui ne savent pas qu'ils ont déjà eux aussi la corde au cou. 80% des Français se déclarent favorables désormais à un rétablissement des contrôles frontaliers, d'après un sondage ELAB pour BFM TV publié ce mercredi. Ça prouve au moins que les citoyens français Qui se réveillent sont plus lucides que les gens qui les dirigent. Je ne sais pas qui avait dit à un moment donné, c'était flatteur pour les Français, que c'était un peuple de lions dirigé par des ânes. La preuve, c'est que je vois aussi les sondages qui paraissent dans le Figaro, c'est toujours des majorités écrasantes pour les solutions de bon sens, c'est évident, mais on ne tient pas compte de ce que veulent les Français. Et quand des solutions nationales, qui sont évidemment les seules capables éventuellement de sauver les pays, sont proposées, eh bien elles sont méprisées, attaquées, voire même traînées devant les tribunaux et condamnées. Oui, alors Adrien Desport, ancien jeune cadre Front National de Seine-et-Marne, condamné à 3 ans ferme de prison, pour incendie de voiture dans le but de dénoncer la montée de l'insécurité. Alors, il va faire appel de cette décision. Que pensez-vous de la sanction? Écoutez, je pense qu'on pourrait y adjoindre une sanction qui n'existe plus malheureusement, qui est la fessée à cul nu. Parce que ce genre de comportement est évidemment tout à fait condamnable. Ça s'appelle la provocation, dans son acception la plus détestable. Et d'ailleurs, je crois que Desport avait été exclu du Front National très vite, tout de suite, pratiquement, dès que les poursuites, les faits ont été connus. Évidemment, il est intolérable qu'on aggrave la situation d'insécurité sous prétexte de la combattre. Voilà. C'est gribouilles qui sautent à l'eau pour ne pas être mouillé par la pluie. Un de vos amis, Franck Gaudiot, expose à l'heure actuelle à l'Institut du monde arabe. Vous vouliez en parler? Absolument, oui. C'est une exposition absolument remarquable qui est intitulée Osiris, les mystères d'Égypte. Franck Gaudiot est un plongeur qui a déjà trouvé dans le port d'Alexandrie des statues magnifiques qui furent exposées il y a, je crois, 2 ans au Grand Palais. Oui. Et il a continué ses recherches dans le delta du Nil et sur la côte égyptienne, et il a trouvé des choses admirables relatives à la civilisation pharaonique, dont aujourd'hui les Arabes sont les gardiens, mais pas les créateurs, mais les gardiens, et qui mériterait évidemment de pouvoir être vu sur le terrain. Malheureusement, à cause du terrorisme, ça devient très difficile. Et quand on peut les voir à Paris, eh bien, je crois qu'il ne faut pas se priver de voir cette chose admirable qu'est cette exposition Osiris. Et alors, vous vouliez aussi rendre un hommage à un de vos amis, un grand poète, chanteur. Ah oui, je dois dire que et un voisin, parce que Guy Béard habitait à Garches, nous lui avions d'ailleurs récemment rendu visite, pas assez souvent, voilà. On aurait dû, on se convient toujours de se revoir, et puis bon, on reporte d'une semaine sur l'autre. Et Guy Béard, qui avait
publié. Et alors, malheureusement, j'ai l'impression que cet ouvrage a été brûlé dans l'incendie de Rueil, qui s'appelait le Grand Chambardement, du nom d'une de ses chansons. D'ailleurs, un ouvrage dans lequel il y avait, car c'est un très grand poète de la chanson française, il est un ouvrage qui s'appelle Le Grand Chambardement et qui commence par la première chanson, c'est qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe qu'on n'a pas, qu'on est bien dans ses bras, là, c'est-à-dire qu'il n'était pas un partisan du mariage gay, n'est-ce pas? Bon, mais en dehors de ça, j'ai voulu qu'on voit cette affiche, parce que, extraordinairement, à côté de son talent de poète, cette affiche, c'est une affiche de Guy Béard, de Bavardion et sur la propagande politique, et il disait, oui, mais en français, le français n'est pas une langue très synthétique comme l'anglais, or, il faut faire court pour frapper, il faut... Je dis, oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous proposeriez, vous? Mais il me dit, moi, mon slogan, ça serait, ce que je propose, c'est « Oui, la France ». Eh bien, tac, nous avons fait une affiche, Oui, la France, qui a d'ailleurs eu un grand succès, il faut le dire. C'est l'hommage que je voulais rendre à cet ami, ce poète, ce grand poète, patriote, bien que né en Égypte, patriote français, et plein de talent, de délicatesse et de poésie. Eh bien, nous nous quittons sur ces jolis mots et nous retrouvons la semaine prochaine. Merci, Président. Merci, à demain, à bientôt. À bientôt.